Bonjour. On a tendance à opposer la finance de marché et la finance d'entreprise. La formule de Black-Scholes relève clairement de la finance de marché. Elle permet de déterminer la prime d'un call, c'est-à-dire le prix d'une option d'achat d'un actif sous-jacent, en principe coté en bourse. Mais en réalité, cette formule de Black-Scholes a des implications en finance d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que la formule de Black-Scholes permet de résoudre des problématiques de finance d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir, premièrement, la valeur des capitaux propres selon Black-Scholes. Deuxièmement, on en déduira la valeur de la dette. Troisièmement, j'aborderai le calcul de la probabilité de faillite. Et en quatrièmement, je prendrai un exemple illustratif des trois premiers points. Alors, avant toute chose, je voudrais rappeler le titre de l'article de Black-Scholes. Ce titre, c'est The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Le terme Corporate Liabilities fait le lien avec la finance d'entreprise. Avant d'entrer plus dans les détails, je voudrais commencer par rappeler la formule de la prime d'un call selon Black-Scholes. Cette formule est la suivante. La prime d'un call grand C est égale à S phi de D1 moins E exponentielle de moins R taux phi de D2, où grand S est le cours comptant, on dit aussi le cours spot, d'où le grand S, du sous-jacent. Grand E est le prix d'exercice, petit r est le taux sans risque qui doit être cohérent avec la maturité résiduelle du call. Taux est la durée restant jusqu'à l'échéance du call, nécessairement exprimée en années, et sigma est la volatilité du sous-jacent. Alors si on regarde la formule qui est en haut de cette slide, on ne voit pas sigma, parce qu'en réalité, sigma est pris en compte dans les calculs de D1 et de D2. En effet, D1 est un rapport entre, d'une part, le logarithme népérien de S sur E plus R plus sigma 2 sur 2 taux, et d'autre part, sigma racine de taux. Quant à D2, c'est D1 moins sigma racine de taux. Phi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Plus précisément, l'image d'un réel petit x par phi est égale à 1 sur racine de 2pi que multiplie l'intégrale généralisée de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. Mais en réalité, pour calculer phi de x, il n'y a aucun calcul intégral à faire. Il suffit d'utiliser la fonction loi point normal point standard d'Excel. Alors, cette formule de Black-Scholes a trois particularités. La première, c'est qu'elle comprend un facteur d'actualisation exponentiel de moins R taux qui conduit à constater que dans cette formule, on actualise au taux sans risque. Ce qui est normal parce que cette formule est issue d'un raisonnement d'arbitrage, c'est-à-dire d'une combinaison de positions dont le résultat est non risqué, ce qui conduit d'ailleurs l'opérateur à exiger seulement le taux sans risque. La deuxième particularité, c'est que cette formule ne prend en compte aucune prévision. La troisième particularité, c'est qu'elle prend en compte la volatilité sigma du sous-jacent. Alors, si on arrive à transposer cette formule à la valorisation des capitaux propres, il y aura deux conséquences. La première, c'est que puisqu'on actualise par Black-Scholes au taux sans risque, on n'aura pas besoin de déterminer de coût moyen pondéré du capital. On n'aura pas besoin de coût des capitaux propres, on n'aura pas besoin de bêta. La deuxième conséquence, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire des prévisions de free cash flow. Alors voyons maintenant comment justifier que la fortune des actionnaires ou la valeur des capitaux propres est égale à la prime d'un call. Pour cela, je vais commencer par raisonner sur un petit exemple introductif. On va considérer une entreprise qui a une dette à rembourser et des intérêts à payer à la même date, dans taux année, c'est donc un zéro coupon, et la dette, grand D, est égale, dans mon exemple, à 100. On a deux hypothèses possibles à l'échéance de la dette. La première hypothèse, c'est que la valeur d'entreprise est par exemple de 120, que la valeur d'entreprise, la valeur des actifs est supérieure au montant de la dette à rembourser. Alors, les actionnaires auraient alors intérêt à rembourser la dette, c'est-à-dire à payer 100 aux créanciers pour récupérer les actifs qui valent 120. Alors, ceci est une vue de l'esprit. Je veux dire que ce n'est pas
possible juridiquement, en l'absence de confusion entre le patrimoine des actionnaires et celui de l'entreprise, de récupérer les actifs une fois que la dette aurait été payée. C'est juste une façon d'analyser économiquement la situation. Hypothèse 2, à l'échéance de la dette, la valeur d'entreprise ou la valeur des actifs est de 90. Dans ce cas, l'entreprise est en cessation des paiements. Si elle revend tous ses actifs, elle perçoit 90 alors qu'elle doit 100 à ses créanciers. Elle est donc en faillite. D'accord? Ces actionnaires, dont la responsabilité est limitée, abandonnent alors l'entreprise à ses créanciers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires ont implicitement un call sur les actifs de l'entreprise. Si à l'échéance de la dette, la valeur d'entreprise, la valeur des actifs est supérieure au montant de la dette à rembourser, première hypothèse, ils exercent implicitement leur call, qui vaut alors VE-D. En effet, le droit de payer 100 des actifs qui valent 120, ça vaut intrinsèquement 20. Ça vaut VE-D. Si à l'échéance de la dette, la valeur d'entreprise ou la valeur des actifs est inférieure au montant de la dette à rembourser, hypothèse 2, ils n'exercent pas leur call, qui vaut alors 0. En conclusion, à l'échéance de la dette, la fortune des actionnaires ou la valeur des capitaux propres, c'est la valeur intrinsèque du call qu'ils détiennent, c'est-à-dire le maximum entre 0 et VE-D. Avant l'échéance, la valeur des capitaux propres est la prime du call sur les actifs qui valent VE le jour de l'évaluation des capitaux propres, le prix d'exercice étant le montant grand D de la dette à rembourser. Alors on va maintenant formuler tout cela. Rappelons encore une fois la formule de Black-Scholes pour une option financière dans l'hypothèse d'un cours comptant grand S du sous-jacent et d'un prix d'exercice grand E. On l'a déjà vu, C égale S phi de D1 moins grand E exponentielle de moins R taux phi de D2, D1 et D2 étant les expressions qu'on a vues précédemment. Si on remplace maintenant grand S par la valeur d'entreprise, le sous-jacent de l'option détenue par les actionnaires, ce sont tous les actifs de l'entreprise qui valent à la date de l'évaluation VE. Et si on remplace grand E, le prix d'exercice, par la dette, qui est le montant qu'il faut payer implicitement pour récupérer les actifs, la formule de Black-Scholes, dans le cadre de ce qu'on va appeler une option réelle, est alors la suivante. Valeur des capitaux propres à la place de C égale VE à la place de S, phi de D1, moins grand D à la place de E, exponentielle de moins R taux, phi de D2. Et en adaptant les notations dans les calculs de D1 et D2, on se retrouve avec D1 égale à, au numérateur, log de VE sur D à la place de log de S sur E, plus R plus sigma 2 sur 2 taux, et au dénominateur, sigma racine de taux. Quant à D2, c'est D1 moins sigma racine de taux. Alors, il convient de rappeler qu'on a toujours 5 paramètres. Le premier, c'est la valeur spot du sous-jacent, qui est la valeur d'entreprise, la valeur aujourd'hui, jour de l'évaluation, de ce que l'on achète en exerçant l'option, en payant la dette. Le prix d'exercice, c'est donc bien grand D. Sigma est, par définition, selon Black-Scholes, la volatilité du sous-jacent, c'est-à-dire pour nous, désormais, la volatilité de la valeur d'entreprise. Taux est la maturité résiduelle de la dette. Petit r est toujours le taux sans risque. Alors, je voudrais faire remarquer la chose suivante. Si l'on regarde l'expression en bas à gauche de la valeur des capitaux propres, VE phi de D1 moins D exponentielle de moins R taux phi de D2. Si on se met dans le cas particulier, dans lequel phi de D1 égale phi de D2 égale exponentielle de moins R taux égale 1, eh ben, on se retrouve avec une valeur des capitaux propres qui est égale à VE moins D, c'est-à-dire à la valeur par DCF. Passons maintenant à la valeur de la dette. Alors, nous avons vu, à la slide précédente, que la valeur des capitaux propres, c'était VE phi de D1 moins D exponentielle de moins R taux phi de D2. Appelons grand B, B qui est l'initiale de bond, obligation qui représente la dette, la valeur économique de la dette.
par définition, la valeur d'entreprise est la valeur des actifs. La valeur des actifs est égale à la valeur des ressources de l'entreprise, c'est-à-dire valeur des capitaux propres plus valeur de la dette. On peut en déduire la valeur de la dette, grand B, en l'isolant, VE moins VCP, et il suffit de remplacer VCP par la formule en gras qui apparaît en haut de cette slide, ce qui conduit à écrire que B, valeur de la dette, est égal à VE moins, donc on remplace VCP par le crochet VE phi de D1 moins D exponentielle de moins R taux phi de D2. Alors, on peut évidemment distribuer le moins sur l'ensemble des termes qui sont à l'intérieur du crochet. On se retrouve donc en repartant du début avec VE moins VE phi de D1, c'est-à-dire VE fois 1 moins phi de D1, et moins par moins faisant plus D exponentielle de moins R taux phi de D2. Alors, on peut aller une ligne plus loin et dire, en utilisant la propriété de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, que grand B, valeur de la dette, est égale à VE phi de moins D1 plus D exponentielle de moins R taux phi de D2. On a donc désormais une formule pour déterminer la valeur des capitaux propres et une formule pour déterminer la valeur de la dette. Rappelons que ce pont entre la formule de Black-Scholes pour déterminer l'option financière, c'est-à-dire grand C, et la valeur des capitaux propres, ce pont a été établi dans l'article de 1973 par Black et Scholes eux-mêmes. Dernière chose que je voudrais aborder avant de passer à l'exemple, c'est la probabilité de faillite. Alors, on va appeler petit p la probabilité d'exercice d'un call. Nous savons, et nous l'admettons au niveau de cette vidéo, que la probabilité d'exercice d'un call, c'est phi de D2. On sait que les actionnaires ont implicitement un call sur les actifs. Par conséquent, la probabilité que ces actionnaires exercent leur call sur les actifs, parce que la valeur d'entreprise est supérieure au montant de la dette à rembourser, cette probabilité, c'est phi de D2. Par conséquent, la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité que les actionnaires n'exercent pas leur call sur les actifs, car la valeur d'entreprise, la valeur de ce qu'ils pourraient revendre s'ils récupéraient les actifs, est inférieure à D. La probabilité que les actionnaires n'exercent pas leur call, c'est bien évidemment 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins phi de D2, c'est-à-dire phi de moins D2. Or, si la valeur d'entreprise est inférieure à D, c'est-à-dire s'ils considèrent, ces actionnaires, que ça ne vaut pas la peine d'exercer le call, c'est parce que l'entreprise est en faillite. Par conséquent, la probabilité de faillite, c'est phi de moins D2. Passons maintenant à un exemple numérique. Considérons une valeur d'entreprise de 120. Considérons une dette à rembourser de 100. Considérons que la durée restant jusqu'à l'échéance de la dette, ou la maturité résiduelle de la dette, est de 3 mois. Je rappelle que pour appliquer Black-Scholes, il faut que la durée soit exprimée en années. Donc 3 mois, c'est un quart d'année, c'est 0,25 années. Supposons que la volatilité de la valeur d'entreprise est de 40%. Et supposons enfin que le taux sans risque est de 2%. Eh bien, on peut calculer D1. Donc D1, c'est au numérateur log de S sur E, c'est-à-dire pour les options réelles dans l'hypothèse de la valorisation des capitaux propres, VE sur D, donc log de 120 pour VE divisé par 100 pour D, plus, entre parenthèses, R plus sigma 2 sur 2 fois taux, donc R c'est 2%, plus sigma 40% ou 0,4 au carré divisé par 2, que multiplie taux, c'est-à-dire que multiplie 0,25, et au dénominateur, donc on divise par sigma racine de taux, c'est-à-dire 0,4 fois racine de 0,25. Ça nous donne à 0,4. D2, c'est D1 moins sigma racine de taux, c'est-à-dire 1,04 pour D1 moins sigma racine de taux, 0,4 fois racine de 0,25. Tout cela nous donne 0,84. Alors, soit par la fonction loi normale standard d'Excel, soit par une table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, phi de D1, c'est-à-dire phi de 1,04 est égal à 0,85, et phi de D2, c'est-à-dire phi de 0,84 est égal à 0,80. Par conséquent, la valeur des capitaux propres, qui est égale à VE phi de D1 moins grand D exponentielle de moins R taux phi de D2, est égale à, alors on reprend VE
c'est 120, fois phi de D1, c'est 0,85, moins grand E, qui est remplacé dans d'autres contextes par le montant de la dette à rembourser, c'est-à-dire 100, que multiplie exponentielle de moins R taux, exponentielle de moins R, c'est 0,02, fois taux 0,25, que multiplie phi de D2, c'est-à-dire que multiplie 0,80. Tout calcul fait, ça nous donne 22,54. Alors que par DCF, en faisant VE moins D, c'est bien comme ça qu'on détermine la valeur des capitaux propres dans un DCF, on obtient 120 moins 100 égale 20. Maintenant, la valeur économique de la dette. On peut dire, sans avoir réutilisé la formule qui a été établie, que la valeur de la dette, c'est valeur d'entreprise moins valeur des capitaux propres. C'est donc valeur d'entreprise 120 moins valeur des capitaux propres qu'on vient d'obtenir, 22,54, ce qui nous donne valeur économique de la dette de 97,46. Maintenant, pour ce qui est de la probabilité de faillite, on voit que phi de D2 est de 0,80. Par conséquent, la probabilité de faillite, la probabilité que les actionnaires n'exercent pas leur option, ce sera phi de moins D2 ou 1 moins phi D2, c'est-à-dire 1 moins 0,80, ce qui fait 20%.